Chers vous tous, d'abord merci pour l'invitation, merci en particulier au docteur Lamy qui m'a invité. Je suis très très heureuse d'être ici parmi vous. Donc la prise en charge du patient oncologique est nécessairement multidisciplinaire. Le but, c'est de viser une chirurgie qui sera moins invasive et où on diminuera le risque de récidive par la détection des ganglions satellites et de leur résection. L'imagerie est évidemment essentielle dans toute cette démarche de l'approche du patient oncologique. Elle interviendra dans le diagnostic, la caractérisation, le bilan d'extension, le suivi. La technique idéale, c'est évidemment une technique qui est disponible, qui n'est pas chère, qui est acceptée par le patient, qui est peu ou pas invasive et qui est surtout standardisée de manière à pouvoir comparer les examens qui ont été faits dans différentes institutions. Le rôle de l'imageur, c'est de guider le clinicien dans toute ce dédale de techniques qui est disponible pour choisir le meilleur examen qui pourra l'aider dans son diagnostic et dans la prise en charge de son patient. Alors on a deux types de techniques. Tout d'abord les méthodes morphologiques qui vont essentiellement se baser sur la taille de la lésion, c'est l'échographie, le scanner, l'IRM. Et puis il y aura tout un panel de méthodes fonctionnelles, c'est pour ça que je suis ici, qui vont explorer la viabilité, la vascularisation, le métabolisme et la structure tumorale. Et ça c'est toute la place de l'IRM et du PET scan. L'échographie a assez peu de place dans la prise en charge du patient oncologique, si ce n'est pour les ganglions superficiels, où là interviendra surtout le critère de taille, la forme. Allongé, c'est un ganglion qui est bénin, rond avec des calcifications fortement hypoéchogènes, ce sera un ganglion qui sera plutôt malin. Évidemment, c'est une technique qui n'est pas chère, qui est très disponible, mais qui a finalement peu d'avantages dans ce contexte. La tobodensitométrie, ça c'est vraiment évidemment le top standard, elle est largement diffusée, disponible. Son avantage, c'est qu'elle explore en un seul temps à la fois le thorax et l'abdomen. Elle est très standardisée, on peut vraiment comparer très très facilement des examens qui ont été faits dans différentes institutions. Et chez nous, en tout cas, il n'y a pas de frein au remboursement. Le problème du scanner, c'est que c'est une technique irradiante, donc on va essayer de faire le moins d'acquisitions possible. Alors le problème, c'est qu'il faudra être très très attentif à la nature du primitif. En effet, si on prend une tumeur qui est très vascularisée, si on ne fait pas un temps artériel mais qu'on va d'emblée au temps portal, on risque de laver la lésion dans ce rehaussement hépatique et de passer complètement à côté de la lésion. Donc le rôle du clinicien, c'est de bien indiquer à l'imageur quelle est la nature du primitif et qu'est-ce qu'on cherche, de manière à pouvoir réduire le nombre d'acquisitions. L'IRM, son avantage, c'est qu'elle a une meilleure sensibilité, une spécificité dans la détection des lésions hépatiques. C'est le gold standard et l'examen de choix dans la mise au point des tumeurs primitives du foie et dans l'évaluation pré-traitement des lésions hépatiques, notamment dans le bilan d'extension. Elle a une meilleure caractérisation des lésions. Son problème, c'est qu'elle est peu disponible et que c'est une imagerie qui est ciblée. On ne peut pas voir à la fois le thorax, l'abdomen et le pelvis, donc il faudra centrer sur une région bien déterminée. Et elle a une moins bonne reproductibilité entre les différentes machines et les différents constructeurs. Par contre, l'IRM, elle a l'avantage que c'est tout un jeu de contraste. On va pouvoir jouer avec des T2, T1, je vous passe un peu les détails. Mais d'emblée, dès les premières séquences, je vais pouvoir dire ça c'est une lésion liquidienne. Pourquoi ? Parce qu'elle est blanche, tout aussi blanche que la vésicule biliaire. Ça c'est un hémangiome. Pourquoi ? Parce qu'il est blanc, mais moins blanc que le liquide céphalorachidien. Les lésions qui seront tissulaires, surtout si elles ont de la nécrose centrotumorale, elles seront discrètement hyper intenses, mais beaucoup moins que les kystes et les angiomes. Et les lésions hépatocytaires, style HNF, voire adénome, seront, elles, iso-intenses par rapport au parenchyme environnant. Quand je verrai un hypersignal qui sera spontané en T1, je vais avoir dans ma tête 3 diagnostics. Soit la lésion est hémorragique, soit elle contient de la graisse, soit c'est une métastase de mélanome. Il faudra alors que j'injecte en faisant des soustractions pour bien déterminer si la lésion se rehausse ou pas. L'avantage aussi de la résonance, c'est que parfois on est confronté en scanner avec des images comme ça et
a priori, on dirait c'est suspect, surtout le contexte. Et en fait, par le jeu des contrastes, on se rend compte que ici, on ne voit pas la lésion, là, on voit la lésion, et en fait, que c'est une stéatose focale. Les pièges de l'imagerie morphologique. Tout d'abord, c'est qu'un train peut en cacher un autre. En effet, on a tellement d'images à notre disposition. Un scanner thoraco-abdominal, c'est plus ou moins, 600, 700 images. Donc, évidemment, l'attention va être captée tout de suite par cette lésion-là. Et si on ne prend pas la peine de jouer un petit peu sur les fenêtres et de bien regarder dans les coins, c'est notre rôle en tant qu'imageur, on va louper facilement cette lésion-là qui sera mise en évidence par d'autres techniques. L'autre piège de l'imagerie, c'est le critère de taille. En effet, ce n'est pas parce qu'une lésion grandit que c'est pour ça qu'elle évolue. Voici 3 situations. Ici, il y a une réponse claire. Le diamètre de base, elle diminue, tout va bien. Là, elle est stable. Or, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une nécrose centrotumorale et donc en fait que la lésion, elle répond au traitement malgré qu'elle soit stable. Ou au contraire, même là, elle va augmenter malgré sa nécrose centrotumorale. Donc il faudra faire très très attention et être très prudent avant de dire ça augmente, donc mauvaise réponse au traitement. Notamment dans l'immunothérapie. Qu'est-ce qui se passe dans l'immunothérapie? Donc ça, ce sont des lésions néoplasiques et ça, ce sont les macrophages aux alentours. Qu'est-ce qui se passe dans l'immunothérapie? On va augmenter la densité de macrophages intratumorales. Donc, 2 types de situations. Soit la lésion diminue, tout va bien, soit la lésion augmente, mais en fait, elle n'augmente pas comme ici, parce que le contingent de cellules néoplasiques a augmenté, mais parce que ce sont les macrophages qui ont augmenté. Donc en fait, la lésion répond au traitement. Donc on est obligé de se tourner vers des méthodes fonctionnelles et non plus uniquement morphologiques. Quelles sont les méthodes fonctionnelles? On va approcher la vascularisation, le métabolisme et la structure tumorale. Donc, cette étude montre que le PET montre une sensibilité de 97% avec une spécificité de 76%. Et donc, il y a un consensus qui dit que la TEP est tout à fait indiquée dans l'étude de la récidive des cancers colorectaux. Le monitoring thérapeutique, vu ce qu'on vient de voir, donc on pourra mieux sélectionner les répondeurs et les non-répondeurs au traitement, ce qui améliorera le pronostic de survie et en plus permettra d'offrir au traitement un traitement aux patients, un traitement sur mesure en adaptant la nature et l'intensité du traitement. Et là encore, la TEP est nettement supérieure au scanner. Voyons un exemple. Ici, un cancer colorectal. Sur le premier examen, on voit 3 lésions cibles. En juillet, ces lésions ont tout à fait disparu. Par contre, 6 mois plus tard, on voit réapparaître différentes lésions un petit peu partout localisées, y compris ici, où on passe complètement inaperçu. Donc, on réadapte le traitement, on change la lignée de chimiothérapie. On revoit en tout cas le cas du patient ensemble en communication, en réunion multidisciplinaire. Alors évidemment, le PET a évidemment des limites comme toutes les techniques. Elle ne verra pas, comme j'ai déjà dit, les lésions de petite taille. Elle a une faible résolution spatiale et en contraste. Elle a du mal à caractériser les lésions bénins malins comme les polypes. Il faudra qu'elle soit réalisée dans des très très bonnes conditions. Il faut que le patient soit tout à fait à jeun. Il faut qu'il soit au repos. Il ne faut pas qu'il ait trop froid parce que sinon il y a une fixation de la graisse brune. Il faut un délai qui soit bien respecté entre un traitement, que ce soit chirurgical, radiothérapie, etc., et la réalisation de l'examen. Et il faudra faire attention aux fixations physiologiques. Elle sera enfin non indiquée dans différentes tumeurs parce qu'ils ne captent pas. C'est le cas des tumeurs glandulaires, c'est le cas des lymphomes indolents et c'est le cas des CHC qui sont bien différenciés et c'est le cas des sarcomes. En voici un exemple. Ici, un cancer du rectum qu'on voit qui fixe vraiment tout à fait bien au PET scan. Par contre, le sarcome rectal, pourtant la lésion est très très grosse et il n'y a aucune fixation au PET scan. Donc attention. Évidemment, le PET scan, c'est cher, c'est du coup faiblement disponible et donc ça limite son utilisation malgré son avantage qui est tout à fait évident dans le suivi des lésions.
En conclusion, j'imagine que vous serez maintenant tout à fait d'accord avec moi pour dire que l'investigation des patients est tout à fait indiquée dans le suivi oncologique. Elle est inférieure au scanner seul dans la détection des tumeurs. Le PET associé au CT est supérieur au scanner, que ce soit dans la détection des adénopathies, des métastases à distance, des récidives locales, des récidives à distance et dans le monitoring thérapeutique. Si en plus on a la chance de voir un PET qui est associé avec un scan où on peut injecter du produit de contraste, ce qui n'est pas le cas chez nous, on peut voir en un seul examen 100% des lésions. Avec comme conséquence, je l'ai déjà dit, un avantage considérable sur l'orientation thérapeutique et la survie. Donc, on peut en conclure encore que le PET est totalement indispensable dans l'investigation des patients et que PET plus CT, ce n'est pas 1 plus 1 égale 2, mais 1 plus 1 égale 3 et que c'est comme si on faisait la photo de la maison en allumant les lumières. Je vous remercie beaucoup. Si vous voulez...